Bon, du coup, on va gentiment commencer. Donc, vous avez envoyé à Coco beaucoup de questions. Je pense pas. On va directement commencer par ne pas parler de l'alimentation. Pour la simple et bonne raison que si je vous explique comment ça fonctionne, vous allez pas du tout comprendre pourquoi vous n'avez pas du tout les résultats escomptés. La plupart des gens, du coup, que ce soit pour des objectifs sportifs, que ce soit pour des objectifs physiques, que ce soit pour avoir un peu plus d'énergie au quotidien, avoir moins de ballonnement, avoir moins de douleur, l'alimentation, c'est vraiment le facteur qui vient au fond de la pyramide. C'est un peu ce qu'on va regarder en dernier. C'est un peu comme la personne qui veut s'entraîner à faire un ultra trail et qui va se contenter d'aller courir 7 fois par semaine pendant une année. En fait, ça ne va pas très bien se passer vu qu'il y aura une question de surcharge progressive. On en a déjà discuté avec les deux zigotos hier soir. La plupart des personnes qui suivent des programmes alimentaires, en général, ça ne dure pas plus que 4 mois, 3-4 mois. Parce qu'en fait, vous allez voir un diététicien ou un nutritionniste, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais pour la plupart, vous allez les voir, on va faire un petit feedback sur votre situation alimentaire du moment. Le souci, c'est que vous allez repartir de chez le diététicien avec un programme alimentaire, avec des quantités à manger, des quantités souvent de calories, des quantités de macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, en gros. Le problème, c'est que si vous n'avez aucune idée de pourquoi vous le faites, en fait, tant que vous avez le plan, ça peut encore marcher, mais d'une fois que vous avez arrêté le suivi, il y a deux cas de figure. C'est soit vous n'avez plus aucune idée de comment manger, vu qu'en fait vous aviez un cadre, et à partir du moment où vous n'avez plus ce cadre, vous repartez dans vos anciens schémas, vos anciennes habitudes alimentaires, ou vous êtes tellement insécure à ne pas savoir comment gérer votre alimentation qu'en fait vous allez rester sur quelque chose d'ultra méga carré. Donc elle m'a prescrit tant de quantité de calories à bouffer par jour, et donc je vais faire ça à l'année. Le problème, c'est que dans une année, il y a des saisons différentes, il y a des périodes différentes, il y a du travail, la situation personnelle va énormément changer. Et donc, si on ne tient pas en compte tous ces facteurs externes, vous pouvez rester ultra méga calé sur un programme tout bien pensé et préparé pour vous. À un moment donné, il y aura une couille. Vous allez, pour la plupart des gens qui veulent perdre du poids, perdre le poids que vous avez voulu perdre. Sauf qu'à un moment donné, on va se retrouver face à une sorte de blocage métabolique où le corps va arrêter de travailler comme il est censé travailler, et donc on recommence à prendre petit à petit le poids qu'on avait perdu. Et pour certaines personnes, ça fait vraiment l'effet yo-yo. Je perds 20 kilos, j'en reprends 30. Et c'est un peu problématique dans le sens où, en fait, vous payez une personne quand même relativement cher pour un suivi. Et droit derrière, en fait, vous repartez dans exactement les mêmes travers qu'avant, où vous n'avez encore moins idée de qu'est-ce qu'il faut faire juste ou faux. Vous avez perdu du poids, vous en reprenez 10 de plus, alors que pourtant vous avez tout suivi ce qu'on vous a dit. Le corps ne fonctionne pas par simple calcul mathématique. Je veux perdre du poids, donc je vais manger moins que ce que j'ingère. Je veux prendre du poids, je vais manger plus que ce que mon corps dépense. Le corps ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est bien plus complexe. Donc, une fois que vous commencez à comprendre la globalité de votre corps, et c'est là que vous allez commencer à comprendre qu'en fait, c'est hyper simple et hyper complexe à la fois. Il y a des termes qu'il va falloir garder en tête. Pour moi, le premier, le plus important, c'est l'équilibre. Votre système d'homéostasie.
La notion de globalité. Donc là, je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails de comment votre corps fonctionne. Parce que pour commencer à regarder purement alimentaire, comment vous êtes censé calculer vos prises alimentaires, qu'est-ce que vous êtes censé manger, là on est sur quelque chose de micro. Il faut déjà avoir une vision macro, savoir comment notre corps fonctionne face au monde. Très souvent, très souvent, j'ai envie de dire quasiment tout le temps, votre façon de vous alimenter va complètement dépendre de la période de vie dans laquelle vous êtes. Et donc, on va réagir d'une certaine manière. Je suis en surpoids, je veux perdre du poids, donc je vais commencer à regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche, les différents régimes, parce qu'on m'a dit que faire tel ou tel régime fonctionnait encore mieux qu'un autre. On m'a dit qu'avec ce régime-là, je pouvais perdre tout mon gras en 2 mois, donc je vais me lancer à fond là-dedans. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez potentiellement perdre du poids. Le problème, c'est que quand on perd très vite, on perd pas forcément uniquement du gras. Et à ce moment-là, le corps sort complètement d'un état d'équilibre interne, c'est votre état d'homéostasie, votre corps fonctionne par, ce terme homéostasie est hyper important, c'est vraiment un état d'équilibre interne. Votre système hormonal, votre système neurologique, votre système... les deux là dictent le tout. Vous avez un système énergétique, le système digestif, le système lymphatique. Tous ces systèmes, il y en a encore plein d'autres, mais à mon sens, ces 5 systèmes sont les systèmes qui régulent absolument tout dans le corps. Donc, à partir du moment où on commence à avoir un de ces systèmes, voire même plus, qui commence à être cassé, ça va avoir une répercussion sur absolument tous les autres systèmes. Et donc, si vous voulez reprendre le contrôle sur votre alimentation, mais que vous laissez complètement de côté tout ce qui vous entoure, en fait, vous n'aurez peut-être aucun résultat. L'humain est fait pour fonctionner par sociabilité. On est des êtres sociaux. Donc, quand vous pensez que, en général, copains, copines, mari, femme, amis, parents, environnement est toxique pour vous, on voit énormément de personnes avec qui dans le couple ça ne va pas, avec qui l'entourage est ultra toxique, avec qui l'environnement est ultra toxique. Et les personnes ont beau faire tous les efforts du monde, manger nickel, carré, au gramme près ce qu'on leur donne, il n'y a aucun résultat. Pourquoi ? Je vais vous donner mon exemple. Je pars en Égypte, on part une semaine en vacances, je bouffe absolument n'importe comment, vu qu'en général c'est système all inclusif, c'est du gras, du sucre, pour ceux qui sont déjà partis, vous savez à quel point c'est méga healthy. Et j'arrive quand même, en bouffant 3 fois pire que ce que je mange d'habitude, j'arrive à perdre 3 kilos en une semaine. Et il y a des personnes qui, à l'opposé, commencent à faire un peu attention, mais dans leur période de vie, il n'y a rien qui va. Et même si à ce moment-là, elle commence à faire attention, elle va commencer à prendre du poids. La plupart des personnes qui veulent perdre du gras vont commencer à se mettre en restriction calorique. Ça va marcher 3 semaines, au bout d'un moment, je ne perds plus de gras. Et en fait, à l'inverse, je vais continuer à prendre de nouveau du gras. Je bouffe une salade à midi, une soupe le soir, je commence à faire du gras. Je bouffe, j'aime pas trop parler de calories, mais pour vous donner une image, je commence à bouffer 2000 calories dans la journée, je commence à perdre du gras. Pourtant, on est à l'opposé. L'exemple 1, j'étais autour des 800 calories dans la journée. L'exemple 2, je fais fois 2,5 le nombre de calories que je mange et pourtant je perds du gras. Ça n'a aucun sens pourtant, vu qu'on m'a toujours dit que pour perdre du gras, il fallait manger moins que ce que je dépensais. C'est là qu'on commence à comprendre qu'en fait, ce n'est pas du tout un simple système
de calcul. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment garder de côté. Et donc, pour revenir à ce que je disais, nous sommes des êtres sociaux. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas de figure où on commence à avoir des problèmes avec notre environnement? On va commencer à générer du stress. Et ça, c'est le mot qu'il faut garder en tête, c'est l'aspect, le facteur le plus important. Le stress peut se manifester sous plein de formes et de façons différentes. Je dois aller bosser à 7h30, je mets mon réveil à 6h. Ce n'est pas un réveil naturel, c'est déjà une première forme de stress. Et si je vais plus loin, vous êtes dans une phase de sommeil profond, vous réveillez, vous êtes complètement en état d'alerte, en même temps vous avez la tête dans le cul. Alors que le lendemain, vous allez vous coucher à une heure un peu plus tardive, vous vous réveillez 2 minutes avant le réveil, donc encore un peu plus tôt, mais par contre vous vous réveillez comme une fleur. La différence entre les deux, c'est que le réveil, en fait, vous a complètement coupé et sorti de votre phase de sommeil profond d'une manière tellement brutale que vous avez une énorme sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Nickel pour commencer la journée. Votre corps fonctionne par cycle circadien, il y en a certains qui l'ont déjà entendu parler. Le cycle circadien, c'est une horloge biologique interne qui fonctionne en gros sous 24 heures et pas que 12 heures pendant la nuit. En gros, votre corps va sécréter certaines hormones à un certain niveau pendant les différentes parties de la journée et de la nuit. Le problème, c'est quand on commence à dérégler cette horloge interne. Là, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Je me lève, le matin, je suis complètement déphasé, éclaté, il me faut 3 cafés pour tenir la matinée. J'arrive à 5h du soir, je commence à avoir le monstre peps. 22h, j'arrive, je suis capable de pouvoir continuer à travailler. Et là, on est complètement à l'opposé de comment le corps est censé fonctionner. Donc, là, vous commencez à avoir déjà une inversion de votre cycle circadien. Et quand vous êtes dans ce cas de figure-là, vous pouvez faire tous les efforts du monde que vous voulez au niveau de l'alimentation. En fait, il n'y a absolument rien qui va se passer. Donc, nous sommes des êtres sociaux. Si tous les jours, vous avez un problème dans votre couple, vous avez un problème avec des gens que vous côtoyez au quotidien, des collègues, un patron ou autre, on peut faire tous les plans, les régimes du monde que vous voulez, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est le premier point. Et on cherche la reconnaissance d'autrui, on cherche la preuve sociale, à avoir une certaine reconnaissance, une certaine position face aux autres. Et ça, parfois, ça peut mener également à des grosses sources de stress. C'est typiquement le genre de personne que on a eu la discussion avec quelqu'un ce matin. La personne de l'extérieur qui tout va bien, c'est incroyable, je vis ma best life. Quand vous commencez à connaître la vie de la personne, en fait, c'est vraiment très compliqué. Des monstres problèmes personnels, des monstres problèmes psy, il n'y a rien qui va, la personne s'invente une vie. Ce genre de personne-là, vous ne pouvez absolument rien faire tant qu'elle n'a pas réglé ce problème-là. C'est des personnes qui vont du coup vivre dans un état de stress permanent parce qu'elles doivent assumer une certaine facette de leur personnalité en journée et le soir, dès qu'elles se retrouvent face à elles-mêmes, elles se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus rien qui va. Et là, on a énormément de types de personnalités de ce genre-là. Je vais prendre l'exemple. J'ai eu une fille, vous pouvez demander à Coco, il y a quelques mois en arrière, qui m'appelle pour un suivi. Très compliqué, elle m'envoie à 22h30 du coup le formulaire alimentaire que je lui ai demandé de remplir avec questionnaire de santé et autres. Jeune fille de 22 ans, 2 pages A4 remplies de troubles, de pathologies, d'accidents, de problèmes qu'elle a eus. Là, on sait déjà qu'en fait, ça ne va pas être possible de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, au vu de ce qu'elle me décrit, 2 pages A4 entières de problèmes, mais au fond, elle me demande simplement un petit coup de main pour rééquilibrer son alimentation parce qu'elle pense bien manger. Je passe 1h30 de temps au téléphone avec elle.
Parce qu'en fait, au début, elle m'explique qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a tous ces soucis de santé, pourquoi elle n'arrive pas à perdre le poids qu'elle voulait perdre, qu'elle n'avait en réalité pas besoin de perdre, qu'elle sait pertinemment qu'elle ne mange absolument pas correctement. Donc pour vous donner un exemple, moi je sais bien manger, tous les matins j'ai mes sources de protéines, j'ai mon skyr avec mon pain aux fruits de la COP et un Monster ou un Red Bull, parce que j'ai quand même envie de me faire un peu plaisir. Et donc pour elle ça, d'une part au début de l'entretien, je sais manger mais j'aimerais plus ou moins améliorer mes repas. Pour moi c'est pas un repas, c'est une pseudo-collation. Et 1h30 de temps à parler avec elle au téléphone, à la fin de la discussion, elle arrive à me dire « Non, mais tout ce que tu m'as expliqué, j'étais au courant de tout, je savais tout. Par contre, je ne sais pas comment tu vas m'aider à reprendre le contrôle. » Donc d'un côté, je sais que je suis complètement à côté de la plaque, que je ne maîtrise absolument rien. Et à la fin, non, mais de toute façon, moi, je me fais des vrais repas, je mange. Je lui explique, mais du coup, à quel moment tu te fais de la cuisine, à quel moment tu te cuisines des vrais aliments bruts non transformés? Ah bah là, j'ai été acheter une patate douce il y a 3 semaines, par contre, elle est toujours dans mon frigo, je n'ose pas la cuisiner. Mais à part ça, je sais comment je dois manger, je mange assez bien. Alors, ce que je vais conseiller de faire, c'est d'aller pas voir un psy, mais j'ai 2-3 autres contacts que j'ai redirigés vers ces personnes-là. Mais en gros, c'est des personnes qui sont complètement en contradiction avec ce qu'elles pensent. Ça ne peut pas bien aller. Donc si la personne n'est déjà pas au clair avec son état actuel, elle sait que d'un côté c'est vraiment la merde, mais que d'un autre côté il y aura des efforts à faire et qu'en fait elle n'a pas envie de faire ces efforts-là, ça va être vraiment très compliqué. Il y a un gros phénomène psychologique derrière tout ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si sur l'aspect psy ça déraille complètement, ben en fait vous n'aurez absolument aucun résultat. Donc le stress, le travail, les gens et le plus gros problème à mon avis aujourd'hui et dans les années à venir, ça va être la partie monétaire. Tout devient de plus en plus cher, l'inflation augmente d'année en année, les caisses deviennent de plus en plus chères. Je vous dis ça parce qu'entre les gens que j'ai ici et puis toutes les personnes qu'on a au cabinet, ça reste toujours les mêmes sujets de discussion. J'ai pas assez pour payer mes impôts, j'arrive tout juste à finir mes fins de mois, à payer mes rappels. C'est des personnes en fait qui courent après l'argent et pour gagner un minimum de ce qu'elles veulent gagner, ben elles doivent bosser encore plus. Sauf que qui dit bosser plus dit avoir encore moins de temps de côté pour soi. Et c'est vraiment compliqué à pouvoir gérer ça d'un point de vue émotionnel. Et quand on sait que l'émotionnel est directement lié à votre état interne, vous assemblez l'aspect social, vous assemblez l'aspect monétaire, et seulement après tout ça, il y a encore l'aspect psy, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après tout ça, vous avez encore vous et votre corps à devoir gérer. Ben, en général, votre alimentation, c'est un peu ce qui passe en dernier. Alors que si vous organisez un peu plus dans votre semaine, ben vous avez de quoi reprendre le contrôle. Vous pouvez essayer de manger au top niveau en fonction des objectifs de chacun. Si vous perdez les pédales et le contrôle sur tous les autres facteurs de votre vie, vous n'allez jamais atteindre aucun objectif. Vous devez vraiment prendre en compte l'alimentation dans la globalité de votre vie. C'est vraiment super méga important. Et ce qui nous défonce aujourd'hui, qui est responsable de la plupart des pathologies neurodégénératives, les cancers et autres merdes du genre, c'est le stress. On parle de stress. Est-ce que vous savez comment le stress agit sur votre corps ? Hein ? Alors oui, de toute façon, le sommeil sera impacté par le stress, mais d'un point de vue réaction métabolique hormonale. En gros,
Dès que vous êtes stressé, donc peu importe la nature du stress, vous allez vous mettre à sécréter du cortisol et en fonction du pic de stress, de l'adrénaline. Qui c'est qui sécrète le cortisol et l'adrénaline? Ce sont vos glandes surrénales. Ce cortisol, d'ailleurs, pour dire à quel point c'est puissant, toutes vos infiltrations, pour ceux qui sont un peu dans le domaine ou qui ont subi des infiltrations à base de cortisone, la cortisone est extrait du cortisol que le corps sécrète, mélangé à d'autres substances. Pour vous dire, on vous fait des infiltrations de cortisone pour couper les douleurs et les inflammations que vous avez. Donc en fait, votre corps en produit naturellement du cortisol. Il ne faut pas se dire c'est mauvais. Si on en produit, c'est pour une bonne raison. Le cortisol est une hormone à part entière et ultra méga puissante qui va augmenter votre état de votre système sympathique. Donc je parle système hormonal, système neurologique. Les deux travaillent toujours de pair. Les hormones sont des messagers en grande partie qui communiquent avec votre système nerveux. Votre système nerveux va réagir en fonction des réactions que vous aurez, en fonction des hormones que votre corps va produire. Tout ça en fonction de tout l'environnement dans lequel vous baignez. J'arrive au boulot, putain, 2 minutes en retard, la pompe qui commence à taper à Macmillan, je vais me faire défoncer par le boss. Grosse sécrétion de cortisol. Et en fonction de combien de cortisol vous allez sécréter, il va mettre une certaine durée à pouvoir être éliminé. Le cortisol, produit à haute dose, peut aller jusqu'à 8 à 12 heures pour être éliminé par l'organisme. Le problème qu'il y a, vous avez à mon avis déjà tous eu ça, vous vous prenez la tête avec le copain ou peu importe, c'est 20h, 21h, 22h du soir, pétage de plomb. Vous essayez d'aller au lit 23h, le problème c'est que jusqu'à 5h du matin, impossible de s'endormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse sécrétion de cortisol. Le cortisol est une hormone antagoniste, donc opposée à la plupart des autres hormones que votre corps sécrète. 22h02, vous avez à ce moment-là pour tout le monde une sécrétion de mélatonine, une hormone qui va gentiment vous faire passer d'un système sympathique à parasympathique, qui va vous permettre de vous plonger gentiment dans une phase de sommeil. Mélatonine, dérivée de la sérotonine, on y reviendra après par rapport à votre tube digestif. GABA, autre hormone responsable de la régénération neurologique et de votre état de bien-être. Et donc, tout ça rentre dans votre cycle circadien. Le problème, c'est que si vous avez encore du cortisol qui vient d'être sécrété ou qui reste de l'excès de la journée, en fait, votre pic de mélatonine à 22 heures, au lieu de sécréter toute cette mélatonine, il va sécréter juste ça. Et donc, vous allez vous retrouver dans une phase de sommeil plus ou moins léger. Vous allez dormir, vous réveillez le matin, vous avez la sensation d'avoir la gueule de bois ou d'avoir rien dormi du tout alors que vous avez quand même dormi 8 heures de temps. Et ça, c'est le problème de toutes les personnes qui vivent dans un stress chronique. Les personnes sont tellement épuisées à 22 heures qu'elles tombent de sommeil. Le problème, elles se réveillent à 6 heures du mat, elles sont tout autant éclatées que si elles n'avaient rien dormi du tout. Et là, on se retrouve dans un début de gros dérèglement hormonal et métabolique. Et là, ça commence à devenir la merde. Quand on commence à avoir ces dérèglements hormonaux, vous pouvez, encore une fois, manger tout nickel, propre, carré comme vous voulez. Votre organisme, à ce moment-là, il est plutôt dans un état de mode survie. C'est-à-dire, la journée va être merdique, ça va être long, je vais avoir plein de problèmes, je dois être dans un état de combat. Et en fait, le soir, comme vous êtes tellement habitué à sécréter de cortisol, l'organisme ne va pas se laisser complètement s'endormir. Et la phase de sommeil que vous allez avoir va être vraiment superficielle. Vous allez rester dans un état de vigilance, le moindre bruit vous réveille. C'est des personnes qui se réveillent en 3 à 6 fois par nuit pour rien, et le matin, complètement déphasées, complètement éclatées. Donc, toute forme de stress défonce votre taux de cortisol. Donc là, on est dans un dérèglement hormonal. Toutes les bonnes hormones qui sont censées vous permettre de récupérer, les hormones anaboliques qui vous permettent de créer du tissu musculaire, de créer de la régénération tissulaire des dégâts qui ont été faits pendant la journée, sont des hormones qui réagissent dès qu'il y a un pic de cortisol. Je prends l'exemple, les hormones les plus importantes, la testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline, sérotonine, dopamine,
elles, vont arrêter d'être sécrétées ou alors vont être sécrétées en très minimale dose dès qu'il y a un gros pic de cortisol. Et donc, vous voulez venir vous entraîner 3 à 5 fois par semaine, faire attention à ce que vous bouffez, mais vous continuez à être gorgé de cortisol. Tout ce qui va se passer, vous allez petit à petit commencer à avoir des douleurs à droite à gauche, vu que votre corps est en fait dans un état pro-inflammatoire H24. Les entraînements que vous lui faites subir au travers des différents entraînements que vous faites, que ce soit intensifs ou pas intensifs, vont créer des dégâts supplémentaires parce que le corps, pour pouvoir progresser, il a besoin d'adaptation, c'est-à-dire on lui fait subir un stimulus, il doit pouvoir créer un certain crash métabolique, tissulaire et autres, et après on aura la phase de surcompensation où il va devoir s'adapter face au stress qu'il a subi pour pouvoir ne plus jamais le resubir. Là, on rentre dans un état de progression. Le problème, c'est que si vous êtes déjà au quotidien complètement stressé, cette phase de surcompensation, de régénération, de développement tissulaire, cellulaire, elle n'aura jamais lieu, vu qu'en fait, vous n'avez pas du tout sécrété les hormones qui vous permettent de pouvoir vous développer. Tout est question de système hormonal. Ils ont fait des analyses des personnes qui s'entraînent de ouf avec un cadre, une structure pendant 12 semaines, alimentation, sommeil, on optimise la récupération et les entraînements. On a un groupe de personnes qui font ça, un groupe de personnes qui ne font rien mais qui ont de la testostérone exogène. Ces personnes-là développent beaucoup plus de masse musculaire, perte du gras, que les personnes qui s'entraînent, qui font tout attention à tout. Et en fait, ces personnes-là ne font absolument rien du tout. Donc c'est là qu'on commence à comprendre qu'en fait, tout n'est que question de système hormonal. Nous, dans les suivis qu'on fait, je vous dis toujours, je ne vous propose pas un plan alimentaire, je propose un rééquilibrage hormonal. C'est ce qu'il y a de plus important. Et sur les déséquilibres hormonaux, on a toujours plein de symptômes qui s'accompagnent. En général, quand on est dans cet état que je vous ai décrit, le matin, je me réveille, je suis complètement fatigué, il me faut une source de stimulant pour pouvoir tenir la journée. Je vais avoir un gros besoin de sucre, et qui dit besoin de sucre matinal, je commence à taper dans ma tartine, je ne sais pas ce que vous tartinez, une bonne source de glucides. Le pic d'insuline que vous avez sécrété le matin va amener votre corps à avoir un besoin de sucre beaucoup plus important tout au cours de la journée. Donc les journées où vous commencez à bouffer du sucre ou des glucides de manière trop importante, ça va être une journée où vous aurez besoin de taper dans des sucres, dans des glucides le reste de la journée. Le problème, c'est que c'est comportemental. C'est vous qui l'éduquez à fonctionner comme ça. Tout ça, c'est vous qui créez des habitudes. Le système hormonal, l'alimentation, les réactions de votre corps, tout est purement comportemental. Ce ne sont que des habitudes que vous lui apportez. C'est pour ça qu'on conseille de toujours essayer de manger aux mêmes heures, manger les mêmes quantités pour rééduquer votre système digestif à travailler de la bonne façon pour qu'ensuite il puisse amener un rééquilibrage hormonal pour que tout puisse se faire gentiment. Dans l'ordre, vous commencez à remanger normalement, vous allez avoir une diminution des symptômes. Le matin, on a de nouveau de l'énergie. Le niveau de stress que vous subissez au quotidien à cause de votre travail, de votre entourage ou autre, au lieu de vous mettre dans un état où vous êtes à 10 sur 10 en termes de stress et de mal-être, d'un coup, vous ne serez plus qu'à 4 à 5 sur 10 en termes de ressenti de mal-être, parce que vous aurez déjà créé un état de tamponnage métabolique avec l'alimentation. Donc je ne dis pas qu'avec l'alimentation, vous pouvez absolument tout régler. Par contre, vous pouvez réamener déjà un bien meilleur équilibre que ce que vous aviez avant. Après, c'est vrai que c'est bien d'essayer de pouvoir gentiment réamener du contrôle dans absolument tous les facteurs de votre vie. Quand on commence à rentrer dans ce genre de situation, c'est qu'on a perdu le contrôle sur un facteur. Je n'arrive plus à gérer ma situation familiale, ça devient vraiment la merde. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne va pas aller. Ok, j'ai perdu le contrôle, qu'est-ce que je vais faire pour reprendre le contrôle? Ça ne va pas au travail, je subis du mobbing, je suis tout le temps stressé. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ce stress que je subis au travail au quotidien? Les 5 personnes que je côtoie le plus sont des personnes toxiques. J'ai des personnes qui ont toujours une tendance à se plaindre et à râler de tout. C'est jamais de leur faute tous les problèmes qu'ils ont. En général, vous allez commencer à avoir un peu le même état d'esprit que les 5 personnes que vous côtoyez. Peut-être ça vaudrait la peine de changer d'amis. Il y a des
solutions peut-être un peu radicales, mais qui vont au final vraiment avoir un impact ultra positif sur l'ensemble de votre vie. Je vais reprendre 2 exemples qui sont super méga marquants. On a eu en traitement une patiente avec Coco, double luxation d'épaule, déchirure quasi totale sur son épaule droite, la gauche rupture partielle, donc c'est pour vous dire à quel point il y avait des dégâts structurels vraiment importants. On la traite pendant 6 mois, après 6 mois ça va mieux, mais elle a toujours des sales douleurs. IRM de contrôle, elle va voir le spécialiste, date opératoire pour poser une prothèse totale d'épaule quelques mois plus tard. Bref, on continue les traitements, on arrive en été, elle part 2 semaines en vacances, en bas en Italie, rejoindre son père avec sa sœur. Et on la retrouve du coup 2 semaines après pour la suite des traitements. Et là, c'est moi qui la retrouve à son retour de vacances. Première chose qu'elle me dit, Jérôme, on va arrêter la physio. Puis, je la regarde, je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Les 2 semaines où elle est partie en vacances, 0 douleur, plus rien. Alors qu'en temps normal, elle crevait de mal, elle ne pouvait plus rien faire, plus passer l'aspirateur, complètement dépendante. Des douleurs vraiment handicapantes. Et là, 2 semaines en vacances, 0 douleur. Ce n'est pas un cas isolé, j'ai beaucoup de patients qui partent, n'ont plus aucune douleur et elles reviennent, les douleurs reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vacances, famille, bien-être, loin de cette situation qu'elle avait ici qui était ultra merdique, 0 stress. Les lésions étaient toujours présentes, les déchirures étaient toujours présentes, mais elle pouvait quand même bouger son bras sans aucun problème, porter les commissions, nager dans la mer, 0 douleur. Et on se dit qu'il y avait quand même des sacrées lésions structurelles qui étaient présentes. C'est là qu'on voit à quel point le stress est ultra, méga violent sur l'organisme. Elle revient, et je lui demande à quel moment les douleurs sont apparues. Elle m'a dit c'est très simple, l'avion atterrit, j'ai dû lever les bras pour prendre ma valise. Ah là, c'était revenu. Puis tu lui dis, mais à quel moment, entre ce moment-là et maintenant je t'ai traité, d'où c'est ma faute? Ouais, en fait, c'est juste toi qui te fais tellement défoncer par ton stress quotidien que t'as tellement mal. Et les personnes qui ont de la peine à perdre du poids ou à prendre du poids, ça vous l'avez sûrement remarqué, vous partez en vacances, vous revenez, vous reposez, il y a quelque chose qui s'est passé sur la balance. Et vous avez mangé en général quand vous êtes en vacances encore moins bien que quand vous êtes ici. Vous n'avez pas fait de régime particulier, vous n'avez pas particulièrement fait attention. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici vous avez de la peine à perdre du poids? Le stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra méga important à comprendre. Tant que vous n'avez pas capté ça, vous ne pourrez jamais reprendre le contrôle sur votre vie. Et ce qui est super important, c'est ce que j'aime bien dire à toutes ces personnes qui reviennent de vacances, c'est regarde vraiment dans quel état tu es quand tu reviens de vacances dans les 2 jours qui suivent. Tu es en vacances, tu reviens ici. Qu'est-ce qui te remet la boule dans le ventre? Parce qu'en général, quand on est de nouveau dans ce quotidien-là, on ne se sent pas forcément très bien. On a forcément des tensions qui réapparaissent. J'ai la boule dans la gorge, j'ai quelque chose qui ne me met pas bien, je recommence à avoir des douleurs. Pourquoi est-ce que j'ai de nouveau mes impulsions alimentaires à vouloir sauter sur du sucre tout le temps qui reviennent? Essayez de comprendre qu'est-ce qui, ici, au quotidien, vous met dans cet état-là. C'est vraiment hyper important. Je ne dis pas que vous allez pouvoir régler ce genre de problème, mais rien que le fait de savoir, ça va vraiment avoir un impact énorme sur la façon dont votre corps va réagir par rapport à votre façon de vous alimenter. Donc le stress, c'est vraiment quelque chose qui est super important à tenir compte. Tout ça pour dire que quand vous commencez à reprendre le contrôle sur tous les différents types de stress qui vous défoncent au quotidien, ça va tout de suite beaucoup mieux. Pour répondre à une des premières questions, comment faire pour pouvoir essayer de faire perdre du poids à une personne qui nous demande de lui faire perdre du poids et qu'en fait il n'y a rien qui fonctionne? La première des choses, c'est essayer de remettre la personne face à ses problèmes, à toutes les sources de stress qu'elle vit au quotidien et essayer de lui faire comprendre qu'en fait, tant qu'elle ne reprend pas le contrôle sur sa vie, ça ne peut pas très bien se passer. Ce n'est pas possible autrement. Après, on va tous réagir de manière totalement différente. Kevin fait tout ce qu'il veut, fait attention, il se met au régime Auschwitz, il bouffe que dalle, il va perdre 3 kilos sur 3 mois. Moi, je mange juste normalement, je baisse de 3000 calories ce que je mange au quotidien à 2000 calories,
je fonds comme neige au soleil. On a tous des métabolismes totalement différents. On a tous des physiologies totalement différentes. On a tous des types de fibres totalement différentes. On a tous des vies en fait complètement différentes. Donc vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous fait un programme déjà tout fait ou un type de programme tout fait, ça ne peut pas marcher vu qu'en fait il n'a pas pris en compte tout ce qui vous entoure. Quand vous voulez regarder pour vous faire un programme alimentaire, vous devez absolument tenir compte de la vie et de l'environnement de la personne. C'est vraiment primordial. Vous devez prendre en compte tout ce que la personne a vécu. Est-ce que la personne a eu des opérations? Est-ce qu'elle est sous médicaments? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Parce qu'en général, quand on est en couple ou quand on vit avec quelqu'un, on ne peut pas forcément toujours se faire à manger exactement ce que nous, on a envie de manger. Alors quand on est les deux à manger de la même façon, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais quand nous, on veut faire attention et puis qu'on a le conjoint qui, lui, de toute façon, s'en bat les reins complètement et bouffe n'importe comment, c'est compliqué. Il y a vraiment un contexte dans lequel il faut vraiment tenir compte. L'alimentation, on nous a aussi pendant longtemps parlé de certaines références à garder en tête. Beaucoup les 5 fruits et légumes par jour, vos produits à base de blé, vos produits laitiers, un peu de graisse et un peu de protéines. Il y a quelques semaines en arrière, en Amérique, ils ont complètement inversé la tendance et ils se sont rendus compte qu'en fait le pays était en train de très très mal aller. D'ailleurs, aujourd'hui, on est environ 30% de personnes en personnes obèses, 50% de personnes en surpoids. 2030, si la tendance continue, on sera autour des 50 personnes obèses dans les pays occidentaux. Les Américains, comme c'est un pays qui fonctionne énormément sur le fric, ils se sont rendus compte qu'en fait, si la majorité de la population était malade, ça va devenir vraiment problématique. Et donc, ils ont dû faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a de toutes nouvelles recommandations. Les nouvelles recommandations, pour comparer, avant, on était à 0,8 g de protéines par poids de corps pour une personne normale qui ne fait pas de sport. Une personne qui commence à faire du sport, on est sur du 1,2 g de protéines par poids de corps. Et une personne sportive, on était à 1,6 g de protéines par poids de corps. Une personne qui fait du crossfit, de la musculation, on peut monter jusqu'à 1,8 à 2,2 g de protéines par poids de corps. Ça, c'était ce qu'on nous recommandait avant. Aujourd'hui, ils ont complètement changé du coup ces normes. Aujourd'hui, une personne normale qui ne bouge pas, on est à 1,6 g de protéines par poids de corps. Donc, on est à 2 fois plus de protéines que ce qu'on recommandait de manger avant pour une personne, du coup, sédentaire ou normale. Aujourd'hui, une nouvelle recommandation, c'est on limite le blé, on augmente de ouf les protéines, on augmente de ouf les graisses, les acides gras. On peut manger, le régime, la diète cétogène, on peut manger en cétogène. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a été habitué pendant toute notre vie à bouffer des glucides, des sucres. Donc en fait, notre tube digestif, notre flore intestinale a complètement été modifié. Et donc, vous voulez rentrer en cétogène, ça va être problématique vu qu'en fait, votre organisme n'est pas du tout habitué à travailler comme ça. Ça peut marcher. Mais en général, on donne ce genre de régime aux personnes qui sont épileptiques parce que du coup, le sucre surstimule vos neurones qui vont produire beaucoup trop de courant électrique qui, en gros, pour simplifier, va créer des sortes de surchauffe cérébrale qui mènent à des crises d'épilepsie. Et donc, ces personnes-là, ils se sont rendus compte que je coupe les glucides, je coupe les sucres, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Et ils ont trouvé aussi l'autre effet bénéfique, je coupe les sucres et donc du coup, je perds du gras. C'est ce qui s'est passé pour la plupart des régimes. Je prends l'exemple, le jeûne intermittent. Trop bien, le jeûne me fait perdre du poids, donc du coup on a créé une mode, le jeûne intermittent. C'est une des plus grosses conneries qui existent et ce qu'il y a de plus dangereux aujourd'hui, sauf qu'on ne se rend pas compte, vu qu'on regarde uniquement les effets à court terme. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le système hormonal. Si vous êtes intéressé, la dernière vidéo qu'on avait fait, le dernier workshop qu'on avait fait, je parle pendant 3 heures de temps de comment fonctionne le système hormonal. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous bouffez en gros des sources de glucides, de sucre, vous allez produire de l'insuline. Vous ne mangez pas de sucre pendant un certain temps, il n'y a plus assez de sucre qui circule dans le sang,
votre corps va devoir sécréter une hormone antagoniste, donc opposée à l'insuline, le glucagon. Ces deux hormones-là, faut pas se dire il y a uniquement de l'insuline, uniquement du glucagon. On en produit en permanence des deux pour essayer de maintenir un état d'homéostasie, un état d'équilibre interne. Système digestif, c'est le seul système de votre corps qui doit toujours se trouver dans un système d'homéostasie, dans un état d'équilibre. Vous commencez à manger différemment. Un matin, je déjeune, un matin, je ne déjeune pas. Un midi, je bouffe moyen, un midi, je bouffe des quantités de ouf. Vous allez commencer à tout dérégler. Votre organisme ne saura plus comment il doit travailler, combien de sucre biliaire il est censé produire, comment il est censé assimiler tout ça. Et là, on commence à créer un début de déséquilibre microbiotique, intestinal, hormonal, et tout commence à partir en couille. Vous devez le plus possible maintenir les mêmes quantités aux mêmes heures de la journée pour garder cet état d'équilibre interne. Et donc, sucre, insuline, pas de sucre, glucagon. L'insuline, c'est une hormone anabolisante, donc qui est censée optimiser le développement du tissu musculaire, du tissu osseux, du tissu conjonctif et autres. Le glucagon est une hormone catabolisante. Et donc, la plupart des nutritionnistes vont vous dire qu'il faut sécréter du glucagon parce que le glucagon est catabolisant, donc ça va casser du tissu graisseux. En théorie, oui. En pratique, pas tellement. Ce qui devient problématique, c'est quand on commence à avoir des énormes pics. Ceux que je suis ou ceux qui vont être suivis, je leur ai déjà expliqué, le pire, c'est gros pic d'insuline. Qui dit gros pic dit gros crash. Et donc, dans les gros pics, vous allez bouffer des grosses quantités, vous allez engendrer des hypoglycémies réactionnelles par rapport à ce surplus de repas. Il n'y a pas que du sucre, c'est la quantité aussi qui fait le tout. Et donc, après les repas, vous vous sentez complètement tassé, vous avez envie de dormir, et donc je vais faire café, comme ça au moins ça va contrer l'effet de la fatigue due au gros repas. Pour ça que j'aime bien dire, il n'y a pas de gros repas et de petites collations, il faut essayer de manger les mêmes quantités sur la journée pour éviter justement tous ces gros crashs. Même en bouffant des petites collations, vous allez limiter l'état du crash, mais vous allez quand même rester dans des grosses variations cycliques au niveau de la glycémie. Et ça, c'est ce qui rend les gens prédiabétiques, diabétiques, insulino-résistants. On a tous une sensibilité à l'insuline différente. Qu'est-ce qui aide le corps à stimuler du coup la gestion de l'insuline dans votre corps? L'exercice physique, le sport. Et donc, le premier médicament contre le diabète, c'est le sport. Le sport à basse et le sport à haute intensité, pas que l'un ni que l'autre. Les deux travaillent de pair. On a tendance à vouloir toujours séparer tout ce qu'on fait et à les mettre dans des cases. Tout fonctionne ensemble. L'exemple du système aérobique, anaérobique, lactique et alactique, on a tendance à trop les séparer. En vérité, votre corps, c'est juste des moteurs différents, mais il va toujours travailler dans les trois moteurs différents. Il va juste avoir des prédominances. Au niveau de l'organisme, ça va être la même chose. Ce n'est pas je mange que du sucre, que des glucides, que des protéines qui vont avoir tel ou tel impact. Le corps est sans arrêt en permanence en train d'essayer de produire les bonnes hormones pour pouvoir essayer de maintenir un état d'équilibre interne. Et donc de se dire à tel repas je dois manger que ci ou que ça ne va pas du tout marcher. Donc, pour revenir à ces régimes, vouloir rester sur de la cétogène ou du jeûne intermittent, vous allez faire quoi en jeûne intermittent? Vous n'allez rien bouffer pendant 16, 18, 20 heures, des fois ça va plus loin, et du coup ça va restreindre la fenêtre sur laquelle vous allez bouffer. Vous allez bouffer sur 4 heures, 6 heures, 8 heures. Le problème c'est que si vous envoyez des quantités astronomiques sur cette petite plage horaire, du coup, qui dit quantité de bouffe astronomique, dit crash, pic d'insuline encore plus élevé. Et donc, on pense qu'en faisant du jeûne intermittent, on va justement perdre du poids, on va améliorer notre santé, et vous retrouvez, après 7 à 10 ans, à développer une insulinorésistance, parce qu'en fait, vous avez cru que vous avez toujours bien fait, en fait, vous avez complètement éclaté votre système hormonal, et il y a des personnes qui deviennent vraiment diabétiques en faisant du jeûne intermittent. J'entends beaucoup de personnes le faire. Alors oui, c'est incroyable. Les premières semaines, j'ai réussi à perdre du poids. Waouh, génial. Quelques mois après, il m'a fallu, par exemple, 3 mois, 5 mois pour perdre 1 kilo. Et en fait,
ben, si ça ne marche pas autant qu'avant, je vais faire quoi? Je vais augmenter la fenêtre du jeûne. Je vais peut-être manger encore moins sur la journée que ce que je mangeais d'habitude, qui n'était déjà pas énorme. Et on se retrouve avec des personnes qui mangent déjà pas grand-chose sur les fenêtres dans lesquelles elles sont censées manger, et elles mangent encore moins du coup sur le reste de la journée et de la nuit. Et les personnes, au bout d'un moment, le peu qu'elles mangent, ben, elles commencent à recommencer à stocker en gras. Ben là, c'est parce qu'en fait, vous avez complètement éclaté votre système hormonal, il n'y a plus rien qui fonctionne, que vous allez le mettre, lui, dans un état de stress parce que vous ne lui donnez plus du tout le carburant nécessaire. Parce qu'à savoir, votre métabolisme basal, c'est l'énergie que votre corps doit consommer au quotidien juste pour faire fonctionner votre cerveau et vos organes vitaux internes. Donc si vous ne lui donnez même pas ce qu'il a besoin pour pouvoir fonctionner correctement par exogène, donc en mangeant de la nourriture, il va devoir lui-même commencer à trouver des mécanismes pour pouvoir créer du glucose interne. Au début, ça va être je transforme le gras en triglycérides en glucose. Donc là, dans un premier temps, ouais, je perds du poids, c'est cool. Sauf que quelle est notre réserve face à un état de jeûne qui dure? Par exemple, je ne vais plus bouffer pendant 7 à 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ouais, parce que le gras, c'est votre première source d'énergie disponible, la plus rapide. Donc vous allez stocker du gras. Qu'est-ce qui est inutile à l'organisme? Alors c'est triste pour nous parce que nous on fait du sport quand même pour avoir un minimum de steak, avoir un minimum de gras, enfin créer du steak et avoir un minimum de gras. Mais le muscle qui est une fois plus lourd pour l'organisme et qui est hyper énergivore, ben en fait le corps va se dire « mais tu n'en as pas besoin de tout ça. Moi tout le muscle que j'ai, je dois le nourrir, mais si tu ne me donnes pas suffisamment à bouffer, bah, le peu que tu me donnes, je vais le mettre au service du cerveau, de mes poumons, de mon cœur, mais en tout cas pas du muscle. 1 kg de muscle dans la journée consomme 30 calories. Donc vous faites le calcul pour une personne moyenne d'1,80 m qui fait à peu près 60 kg de masse musculaire, 60 kg fois 30 calories sur la journée, que de masse musculaire, la personne va dépenser 1800 calories juste pour nourrir le muscle. Pour ça, quand vous me voyez envoyer des programmes alimentaires à 1900-2000 cal, vous vous dites « putain, mais c'est énorme ». Ouais, mais parce qu'en fait, avec la masse musculaire que tu as, si je te donne moins, bah, tu vas perdre un peu de gras, mais tu vas surtout perdre du muscle. Et on a encore trop habitude à regarder quoi? Le chiffre sur la balance. Ah oui, moi je peux te faire un régime. Le régime Auschwitz, il fonctionne vraiment très bien. Hein. Tu vas perdre du poids sur la balance, ça c'est clair. Mais par contre, tu vas te transformer en ce que j'aime bien appeler les skinny fat. Il n'y a plus de masse musculaire, il y a juste une belle couche de gras qui t'enrobe, tu arrives à peine à tenir sur tes jambes, c'est pas foufou. Et donc, vous avez développé une bonne masse musculaire, mais vous lui donnez déjà pas au corps ce qu'il a besoin pour pouvoir faire fonctionner son cerveau, son cœur et ses organes vitaux. Et en plus, il n'a pas assez pour pouvoir nourrir sa masse musculaire. Et vous vous entraînez à pousser du poids, à vous entraîner pour développer du muscle, et vous ne comprenez pas parce qu'en fait, vous entraînez, et plus vous allez perdre de masse musculaire et stocker du gras. Mais parce qu'en fait, vous êtes dans un état de stress chronique. Vous stressez votre organisme de par l'environnement dans lequel vous vivez, et vous venez encore vous mettre une putain de cartouche à l'entraînement, à vous entraîner des 5-6 fois par semaine. Et en fait, là, vous surenflammez tout votre organisme. Et à un moment donné, les performances sportives, elles commencent à baisser, vous n'arrivez plus à récupérer, vous ne dormez plus correctement, vous avez mal par-ci par-là, vous commencez à stocker du gras. Et là, c'est parti, la toupie tournoyante, il n'y a plus rien qui va. Donc, la base de tout, c'est l'équilibre. Le stress, on en a besoin. Le cortisol, le corps en produit naturellement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Ça fait partie du cycle circadien. 6h30, 7h, votre corps produit naturellement du cortisol. Parce que votre mélatonine et sérotonine qui ont été sécrétées entre les 10h du soir et en fin d'après-midi la veille, elles, du coup, elles ont gentiment disparu. Les hormones qui vous permettaient de rester en état d'hibernation pendant la nuit pour pouvoir dormir et mettre votre corps dans un état de régénération, en fait, ces hormones qui vous permettaient de rester dans cet état-là, elles disparaissent. Et le signal du cerveau, j'ai plus de mélatonine, j'ai plus de sérotonine, je vais lancer gentiment ma production de cortisol, petit pic d'adrénaline, et c'est ça qui fait que vous vous réveillez si vous êtes bien équilibré,
d'un point de vue hormonal, en général, entre 6h30 et 7h, on est censé se réveiller naturellement sans réveil. Et tous les jours, si vous êtes vraiment bien régulé, à la minute près, vous vous réveillez à la même heure. Ça, c'est aussi un signe de est-ce que j'ai un bon état d'équilibre interne. Et dans tout ce que je vous explique maintenant, on n'a pas encore parlé de l'alimentation. Et vous voyez à quel point vous êtes complètement défoncé par votre quotidien. Donc l'alimentation, pour moi, ça vient vraiment à la fin de tout ça. Mais d'une fois que vous aurez compris absolument tout ça, comment ça fonctionne, vous allez voir qu'en fait, d'une fois que vous aurez repris un peu le contrôle sur tout ça et sur l'alimentation, et là, comme par magie, les résultats vont arriver. Donc, pic de cortisol dès le matin, ce qui vous met en état d'éveil. Le cortisol, si vous n'avez plus mangé depuis minimum 8 heures, il n'y a plus beaucoup de glucose qui circule dans votre sang. Donc le cortisol qui sera sécrété par vos glandes surrénales va faire quoi? Il va envoyer un signal à votre foie de libérer le stock de glycogène, donc le stock de sucre que vous avez stocké dans votre foie. Il va libérer une source de glucose, de glycogène transformé en glucose, et donc moi, plus tard, quand j'optimise les programmes alimentaires, je ne fais plus du tout manger de glucides dès le matin. Parce qu'en fait, votre corps en produit naturellement. Le fait de vouloir bouffer des glucides dès le matin, ça fait quoi? Ça veut dire que vous avez déjà naturellement du glucose qui a été libéré dans votre organisme. Et en plus de ça, vous rajoutez une source de glucides en plus. Bah ouais, tu vas le surplus, du coup, le stocker en gras. Une partie a été libérée par votre foie. Vous donnez une autre partie sous forme de bouffe. Vous avez beaucoup trop de sucre, de glucose qui circule dans votre sang, le corps il va faire quoi pour lisser la glycémie? L'excédent, il va aller le stocker en graisse. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de sucre le matin, sucre, de glucides. Au début, c'est très bien de réguler le système hormonal en amenant les mêmes apports pendant toute la journée pour rééduquer votre système hormonal à fonctionner correctement. Mais d'une fois que votre système hormonal fonctionne correctement et que tout a été régulé, on va se rediriger vers quelque chose qui va aller vers de l'optimisation de votre organisme à fonctionner encore mieux. Et c'est ça qui est génial en alimentation, on peut vraiment faire des miracles. Tout ce que vous mangez va avoir une incidence sur votre organisme. Vous bouffez du sucre, vous avez une sécrétion d'insuline, mais tout ça on ne se rend pas compte, parce que c'est des choses qui se passent à l'intérieur, et à part ressentir de la chaleur, de la fatigue ou de l'énergie, en fait, on ne ressent rien d'autre. Mais tout ça, ce n'est que le résultat de ce que je mets en bouche va avoir une incidence sur une production hormonale. Je bouffe que du sucre, je bouffe que du pain, même si j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Je bouffe du riz basmati qui est une source de glucides très bonne, mais manger uniquement du riz va créer un gros pic d'insuline. Manger du riz avec une source de protéines, d'acides gras et de légumes, la même quantité de riz qui m'a fait ça, en fait, ça ne va plus avoir aucune incidence. Parce qu'en fait, vous avez rajouté des fibres qui ont tapissé la paroi de votre estomac, qui fait que la digestion se passe plus lentement, le sucre passe beaucoup moins vite dans le sang. Vous avez en même temps mangé des acides gras, des graisses, des protéines, qui, elles, vont stimuler du coup la production de glucagon. Et je vous ai dit, l'insuline, c'est l'hormone opposée au glucagon. Donc, si je dois manger quelque chose qui éclate mon insuline, il va falloir amener quelque chose qui va, du coup, l'abaisser. Et ce qui va l'abaisser, c'est le glucagon. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir que insuline, glucagon, tout travailler ensemble. Vous amenez les 3 macronutriments, vous allez amener un équilibre hormonal interne qui va avoir un impact du coup sur la digestion et surtout sur l'assimilation. Vous pouvez vous dire, je dois avoir mes apports. Ouais, il me faut manger 30 grammes de protéines à chaque repas. Merde, j'ai que 20 grammes. Allez, je vais compenser avec un shaker ou un émilaté protéiné. Le problème, c'est que le merdier qu'il y a dans la plupart des shakers de prot ou dans tous ces émis ou ces skirs ou ces trucs ultra transformés vont avoir directement un impact en fait sur du coup votre système hormonal et microbiotique et digestif. C'est complètement con de manger les bonnes quantités mais de rien assimiler de ce que vous mangez. J'ai eu l'exemple, j'ai essayé, si je vous parle de tout ça, c'est pas je suis passé par absolument tout ça, j'ai voulu perdre du poids, je suis passé par je ne bouffe que dalle, un peu de salade, un peu de shaker par-ci par-là. Le problème c'est que je me retrouve toujours à garder un petit peu de gras, sauf que je perds du muscle, je me retrouve à 58 kilos, c'est un peu problématique.
Je veux reprendre du muscle, je me retape un régime à 6000 calories, ça se passe très bien 3 semaines, sauf qu'après, je commence à avoir des troubles digestifs, je ne dors plus correctement, et au lieu de prendre du poids, limite j'en perds. Parce qu'en fait, tout ce que je bouffe va faire ligne directe, et j'assimile rien du tout. Donc au final, au lieu d'assimiler tout ce que j'ai mangé, j'ai assimilé en fait moins que si j'avais apporté juste 1000 calories dans ma journée. Donc vous ne pouvez pas voir, je veux prendre du muscle, je dois bouffer plus, je veux perdre du poids, je dois bouffer moins, ça ne se passe pas par simple calcul mathématique. Ça se passe comme ça quand on veut commencer à optimiser. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous avez, à mon avis, c'est parce que déjà, il y a zéro équilibre de votre vie. Ou alors, très peu. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à amener un équilibre et que votre corps fonctionne déjà bien et ne subit pas énormément de stress, en fait, on vous fait un plan alimentaire assez correct. Normalement, vous avez un peu de gras à perdre, vous le perdez tout de suite. Vous voulez prendre du muscle, vous en prenez assez rapidement, vu que tout a déjà été optimisé avant. Donc le système hormonal, c'est super important. Le système hormonal communique directement avec votre intestin. Pour ceux qui ne savent pas, l'estomac digère. Vous ne digérez pas assez bien. Le reste de la bouffe, tout ce qui n'a pas été cassé, doit partir plus loin. Il y a plusieurs parties dans votre intestin, le petit, le gros, il y a encore différentes parties de l'intestin. Il y a des parties qui servent à plutôt former les selles, des parties qui servent à plutôt assimiler. Il y a des parties qui logent tout votre système neurologique interne. Il y a des parties qui ont la grande partie des bactéries de votre microbiote intestinal. Dans votre microbiote intestinal, vous avez environ 100 milliards de bactéries, qui est quand même 10 fois plus que le nombre de cellules totales que vous avez dans votre corps. C'est pour vous dire à quel point le microbiote intestinal est une riche variété de bactéries. Et quand tout fonctionne ensemble, en symbiose, tout est normal. Par contre, dès qu'on commence à avoir des petits symptômes, des maux de ventre, des ballonnements, des reflux gastriques, qui se traduisent aussi par des douleurs, c'est qu'on commence à vraiment bien défoncer notre microbiote intestinal. Dans votre paroi, en gros, de l'intestin, vous avez des microvillosités qui vont permettre d'assimiler les nutriments, recouverts d'une sorte de couche de mucus, avec dedans, du coup, les hormones, les neurones et autres. Le problème, c'est que des fois, avec l'alimentation, on peut justement créer une sorte de putréfaction interne qui va en fait complètement brûler le mucus, qui va enlever votre barrière de protection de votre intestin. Ce sont les personnes qui tombent toujours malades. Ce sont des personnes qui sont toujours fatiguées. Et quand on sait qu'on a 100 millions de neurones dans notre intestin, on défonce notre intestin, on défonce notre cerveau. La plupart des pathologies neurodégénératives sont d'origine purement alimentaire. Vous bouffez n'importe comment pendant toute votre vie, vous avez de fortes chances de développer Alzheimer, Parkinson relativement vite. Et nous, on a toujours tendance à croire que l'alimentation est uniquement là pour avoir un beau corps physique. En fait, pas du tout. L'aspect esthétique, c'est vraiment ce qui vient au bout de la chaîne. C'est un impact tellement plus important que ça sur notre santé de manière générale, sur la longévité, sur absolument tout ce que vous faites et ce que vous êtes. Et donc, ce tube digestif, c'est primordial d'en prendre soin. Si le tube digestif est complètement enflammé, comme je vous ai dit, vous pouvez bouffer sur la journée l'équivalent de 120 grammes de protéines. Si vous en assimilez que 20, même si vous apportez tout ce qu'il faut en termes de protéines, vous n'allez rien capter du tout. Et vous allez commencer à avoir une perte de masse musculaire, une fatigue chronique, parce que les protéines ainsi que les acides gras sont les premières sources de nutriments qui vont former l'enveloppe de nos hormones, l'enveloppe de nos mitochondries. Les mitochondries sont des microcellules internes qui sont responsables de la transformation énergétique ATP glucides en source d'énergie. Donc ce qui vous donne de l'énergie, c'est cette transformation énergétique au sein de ces micro-usines qu'on a au plus profond de nous. Une bonne alimentation peut optimiser le développement de la qualité et du nombre de mitochondries. On parle beaucoup d'endurance fondamentale, d'endurance de base. Travailler à très basse intensité développe l'unité de mitochondries et donc plus vous en avez
Et plus vous en avez des mitochondries qui fonctionnent, plus vous allez du coup optimiser le fonctionnement de tout votre corps et de votre métabolisme. La plupart des personnes qui sont épuisées dans un état de fatigue chronique, il y a 2 raisons principales. La première, vous avez surstimulé la production de cortisol à cause du stress, vous avez complètement épuisé vos glandes surrénales, il y a un état d'épuisement chronique à cause de ces glandes surrénales. On appelle ça les burn-out surrénaliens. Et la deuxième cause de burn-out, c'est qu'on a complètement enflammé et détruit une énorme partie de nos mitochondries. Donc en fait, notre corps n'est plus habitué, il ne sait plus comment il doit transformer l'oxygène et le sucre en énergie.